Savez-vous comment fonctionne un moteur électrique? Dans votre mixeur, ventilateur ou même votre lave-linge, vous utilisez un moteur électrique qu'on appelle brushless. Mais peu de gens connaissent vraiment la technologie qui se cache derrière. À partir du 19e siècle, les scientifiques ont réussi à dompter l'électricité qui avait fasciné les humains pendant tant de siècles. Mais alors débute une rivalité de fer entre deux des plus intelligents individus de cette planète. Je parle bien évidemment de Nikola Tesla et Thomas Edison. Tesla, qui a donné son nom à l'entreprise d'Elon Musk, est un partisan du courant alternatif. Et Edison, lui, préfère le courant continu. C'est ce type de courant qui nous intéresse aujourd'hui. Et notamment comment c'est possible de complètement retourner le game des moteurs électriques presque 2 siècles après. D'abord, il va falloir étudier comment fonctionne un moteur classique à courant continu. Pour comprendre comment on peut faire tourner un truc avec de l'électricité, il va falloir retourner en enfance. Quand vous étiez petit, vous vous êtes sans doute déjà amusé à jouer avec des aimants, des objets fascinants qui semblent pouvoir s'attirer à distance. Mais vous avez peut-être remarqué que les aimants peuvent aussi se repousser. C'est parce que dans un aimant, il y a 2 côtés. On les appelle pôle Nord et pôle Sud, comme avec la planète Terre. En gros, ça marche comme les hétéros. Si on met 2 pôles identiques en face, ça se repousse, mais s'ils sont contraires, ça s'attire et ça se touche. L'astuce pour les faire tourner, c'est de mettre un aimant sur un axe et un autre sur le côté. Les pôles identiques se repoussent et les pôles opposés s'attirent. Maintenant, un peu de vocabulaire. La partie centrale qui tourne, on appelle ça le rotor, et la partie fixe à l'extérieur, le stator. Rotor égale rotation, donc la partie qui tourne, et stator égale statique, donc la partie qui bouge pas. Mais vous avez peut-être remarqué qu'on a un problème. Au bout d'un moment, les aimants s'alignent et le rotor se stabilise. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ce qu'on voudrait, c'est poursuivre la rotation. Mais ça, c'est pas possible. Il faudrait échanger la position des pôles nord et sud sur l'un des aimants. Eh bien, devinez quoi, c'est exactement ce qu'ont fait les ingénieurs. Sauf que retourner un aimant, c'est pas très faisable en pratique. Il faut donc trouver un moyen de le contrôler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en arrangeant un fil électrique sous forme de bobine, c'est-à-dire un peu comme un ressort, on peut simuler un aimant. Il suffit juste de faire passer de l'électricité dedans et le tour est joué. C'est pour cette raison qu'on appelle ça un électroaimant. Et ce qui est important, c'est que la direction dans laquelle on applique le courant vient changer le sens de cet aimant artificiel. Exactement ce qu'on voulait faire. Une fois que le rotor se stabilise, on peut alors échanger le sens des fils pour continuer la rotation. En théorie, ça marche bien, mais en pratique, il faut trouver un moyen d'automatiser cet échange de fils. Et ça, c'est pas facile. C'est ce qu'on appelle la commutation. Faites donc place à ce que les ingénieurs ont appelé le commutateur. C'est une pièce en métal qui est connectée aux 2 embouts de l'électroaimant avec un petit espace entre les 2 côtés. L'alimentation électrique est alors fixée dans l'espace et c'est la rotation du commutateur qui vient jouer le rôle de l'échange de fils. Mais pour garder le contact entre l'alimentation fixe et le commutateur qui tourne, on a besoin de broches. Ce sont de petits composants qui viennent appuyer contre le commutateur. Retenez ça, on en aura besoin plus tard. Mais là, on a de nouveau un problème. La rotation du moteur est saccadée et la performance est assez faible. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ce qu'on peut alors faire, c'est ajouter plusieurs autres électroaimants avec chacun son emplacement sur le commutateur. Le changement d'électroaimant aura alors lieu plus rapidement, ce qui rend la rotation plus constante. Les moteurs de ce type sont utilisés depuis longtemps et continuent de l'être, mais ils possèdent leurs inconvénients. Mais est-ce que vous savez ce qui n'a pas d'inconvénients? Vous vous abonnez à cette chaîne et likez la vidéo. Ça me permettra de faire encore plus de vidéos pour vous expliquer les aspects les plus secrets des nouvelles technologies. Road to 10 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Bref, la présence de broches pour la commutation augmente les frottements et les pertes de chaleur. Les broches s'usent donc avec le temps, ce qui limite la durée de vie du moteur et diminue les performances. En plus, le passage d'un électroaimant à l'autre entraîne des périodes où le courant ne passe dans aucun d'entre eux. Mais pour certaines applications, comme les voitures électriques, on a besoin de moteurs performants. En effet, elles n'existeraient pas sans l'arrivée de l'électronique de contrôle et du moteur brushless. Ce moteur résout presque tous les problèmes énoncés précédemment. Comme le nom l'indique, il ne possède pas de broche. Sa durée de vie est donc allongée. Il possède de meilleures performances, la commutation est plus fiable et il évacue mieux la chaleur. On ne pouvait pas rêver mieux. Mais comme vous vous en doutez,
ça n'est pas sans inconvénient. Les moteurs brushless sont en effet beaucoup plus difficiles à contrôler. Voyons un peu comment ça fonctionne. La commutation d'un moteur brushless est réalisée par un contrôleur électronique. C'est en quelque sorte un petit ordinateur qui va échanger lui-même le sens des électroaimants. Il faut donc pouvoir les brancher facilement au contrôleur. Imaginez la galère que ça serait de charger votre téléphone sur une prise qui tourne. Les électroaimants sont donc placés sur le stator, pour rappel la partie fixe, et l'aimant permanent sur le rotor. C'est l'inverse d'un moteur classique. Ce qu'on voudrait faire, c'est activer les électroaimants au bon moment et avec le courant dans la bonne direction pour faire tourner le rotor. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un transistor. On retrouve ce composant dans absolument tous les appareils électroniques du quotidien, notamment dans votre téléphone. Il s'agit en gros d'un interrupteur électronique. Pour activer et désactiver un interrupteur classique, il faut y aller à la main. Sauf qu'avec un transistor, ça se fait avec un courant électrique. Si le contrôleur envoie un signal électrique au transistor, alors celui-ci va activer l'électroaimant auquel il est connecté. Avec une série de plusieurs transistors, on peut alors contrôler les électroaimants du moteur à notre guise. Vous pouvez même mettre la vidéo en pause et essayer de deviner la configuration des pôles des électroaimants pour que le moteur tourne. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Mais la raison pour laquelle c'est pas compliqué pour les humains, c'est parce qu'on sait dans quelle position se trouve l'aimant central. Mais c'est pas le cas du contrôleur du moteur. En effet, si je cache l'aimant du rotor, vous avez plus aucun moyen de savoir comment activer les électroaimants. Oh merde! Oh, c'est con ça! Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi les moteurs brushless sont si complexes. Mais les bénéfices sont tellement importants que les ingénieurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Il suffit d'avoir des capteurs capables de détecter la position du rotor, puis de la communiquer au contrôleur. On utilise alors ce qu'on appelle un capteur à effet Hall. Ce capteur envoie un signal lorsque le pôle nord de l'aimant se trouve assez proche. Ainsi, en analysant les signaux renvoyés par le capteur, le contrôleur peut deviner la position du rotor. Il en déduit ensuite quels électroaimants activer pour entraîner la rotation du moteur. Le moteur brushless a changé le monde. Il est utilisé dans les drones, véhicules électriques et ventilateurs. Mais vous pouvez vous-même en utiliser un assez facilement. La plupart des moteurs brushless possèdent 3 électroaimants et donc 3 fils à utiliser pour contrôler le moteur. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de créer vous-même le contrôleur dont on a parlé jusqu'à maintenant. Il est déjà intégré dans ce qu'on appelle des ESC ou Electronic Speed Controller. Ces contrôleurs possèdent 3 fils d'un côté qui doivent se brancher aux 3 fils du moteur. De l'autre côté se trouvent 2 gros câbles, un rouge et un noir. Ce sont les câbles d'alimentation du moteur dont la tension doit de manière générale se trouver entre 7 et 15 volts. Au centre se trouvent 3 plus petits câbles à connecter à un microcontrôleur plus classique, comme par exemple un Arduino. C'est une carte électronique que vous pouvez programmer vous-même. D'habitude, en électronique, les informations que l'on envoie sont binaires, c'est-à-dire qu'elles valent soit 0, soit 1. Mais pour contrôler la vitesse du moteur, on aimerait bien pouvoir envoyer des valeurs intermédiaires, comme 0,5, qui correspondrait à 50% de la vitesse. Avec 0 ou 1, on peut juste dire au moteur de s'arrêter ou de se lancer à fond. La technique, c'est alors d'envoyer la valeur de 1 50% du temps et 0 l'autre 50% du temps. En moyenne, la valeur est donc de 0,5. Et si on veut contrôler le moteur à 70% de sa vitesse maximum, la valeur de 1 sera envoyée 70% du temps. Comme vous pouvez le voir ici, on module le temps où la valeur 1 est envoyée, encore appelée largeur d'impulsion du signal. Mais peut-être que vous voulez pas vous faire chier avec un ESC. Dans ce cas, je peux vous proposer la série des moteurs brushless BL de Kegu Motor. Ils possèdent des contrôleurs intégrés qui permettent même de faire tourner le moteur dans les deux sens. Il suffit donc juste de brancher l'alimentation, une connexion pour le sens de rotation du moteur et une connexion MLI pour la vitesse. Les principes derrière le fonctionnement d'un moteur brushless sont les mêmes peu importe l'application. Les moteurs des voitures électriques utilisent par exemple la même technologie même s'il s'agit de courants alternatifs. La fiabilité et la performance des moteurs brushless sont la clé pour la transition énergétique du monde. Ils permettent de meilleurs systèmes électriques. Et vous avez maintenant entre vos mains le pouvoir de faire changer les choses.